Peut-on échanger avec la salle? Oui, bien sûr. Oui, madame. Je ne m'assois pas pour prendre du temps, mais juste pour me faire entendre. Moi, je trouve passionnant tout ce qui a été entendu. J'ai une petite alerte, parce que je travaille avec les élus locaux dans l'association Ville Internet. On a un programme École Internet, on travaille avec donc le primaire. Et je voudrais quand même faire une alerte. Je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit. Tellement d'accord. Non mais tellement d'accord depuis 20 ans, si tu veux. C'est ça mon problème. C'est que ça fait 20 ans que j'entends ça, et qu'on le fait, et qu'on y va, et qu'il y a de la création d'usage par les usagers, et qu'on expérimente, et qu'on avance, etc. Simplement aujourd'hui, moi j'en appelle effectivement à tous les acteurs, parce que l'État doit réguler, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que notre enjeu majeur aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'égalité dans les territoires. C'est l'égalité qui est en jeu. C'est plus un problème de technologie, de culture, etc. On est vraiment sur l'égalité. Et voilà, donc moi je voulais alerter là-dessus. Pardon? Et la citoyenneté et la démocratie, puisqu'on a un enjeu de citoyenneté, puisqu'on a un enjeu de culture, on a un enjeu d'éducation, et donc on a un enjeu d'égalité à tous les niveaux, bien sûr, dans toute l'ampleur du mot. Et donc moi ce que je vois avec les élus locaux aujourd'hui, c'est qu'ils sont désemparés, parce que leur interlocuteur principal, c'est le secteur privé. Et le secteur privé push en fonction d'un certain nombre d'objectifs, de territoires, alors on ne sait pas pourquoi, alors bien évidemment principalement dans les territoires les plus urbains, tout ce qui est territoire, on va dire, soit enclavé socialement, économiquement ou géographiquement, eh bien est exclu d'entrée de jeu. Et on se retrouve avec des inégalités au sein même des écoles d'ailleurs, puisque certaines classes dites expérimentales font des choses que d'autres ne font pas, etc. Donc, vous connaissez très bien le portrait, mais je trouve que jusqu'à maintenant on n'a pas évoqué ça. Et je pense, enfin pas directement en tout cas, et je pense que c'est l'urgence majeure, même si je suis parfaitement d'accord et j'adore tout ce que j'entends ici. Merci. Merci beaucoup. Alors je rebondis sur la question pour en poser une autre, et que je vous laisserai à vos dispositions. En fait, est-ce que c'est pas, finalement, est-ce que c'est pas lié à un changement de logiciel qui est nécessaire au niveau de l'éducation, à savoir que finalement, dans une position finalement traditionnelle où c'était en quelque sorte l'entraîneur qui commandait un peu tous les joueurs sur le terrain, d'où maintenant finalement il y a les parents, il y a les entreprises, il y a les élèves, il y a les associations, il y a les villes. C'est-à-dire que ça devient un joueur parmi d'autres joueurs, parce que la technologie est partout et ça va extrêmement vite. Et est-ce que c'est pas la question de quel rôle doit chacun jouer, en particulier l'éducation là-dedans, et c'est ça qui manque en fait, c'est cette définition-là. Voilà, je pose la question. C'est une question fondamentale parce qu'elle dépend aussi des structures de démultiplication de cette information dont parlait un peu Bernard tout à l'heure. Et sans faire trop de prospective avec des mots compliqués, je crois qu'il faut revenir à cette notion d'écosystème numérique et des hubs qui sont dans cet écosystème numérique pour renvoyer l'information, l'amplifier, la distribuer. Et je reviens sur ce terme qu'on a employé déjà 2 ou 3 fois et que Bernard a employé, c'est de plateforme. La notion de plateforme, la notion d'écosystème et la notion de live stream. Je reprends ça parce que c'est comme ça que l'environnement numérique et le milieu éducatif vont pouvoir travailler ensemble, puisque c'est le thème un peu de cette table ronde. D'abord, une plateforme, je la décris au sens de Phil Simon, ce livre exemplaire qui s'appelle The Age of the Platform, dans lequel il montre comment une plateforme, c'est en fait un lieu qui catalyse l'intelligence collective des partenaires, des visiteurs, des usagers, des stakeholders, de tous ceux qui participent. Et c'est un site en fait qui, par sa marque, par son attractivité, va créer du sens et de l'information. Mais aussi, attention, il y a des plateformes comme GAFA, vous savez qui est GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, qui essayent effectivement de détourner ces informations pour les réutiliser, pour vous faire passer par leur fourche codine, et donc de modifier l'ADN d'Internet. Je suis convaincu qu'il y a une épigénétique d'Internet, mais ça c'est un autre sujet, j'ai déjà écrit là-dessus, ça fait beaucoup de buzz, c'est un article en anglais. Je pense que l'épigénétique d'Internet, nous la modifions par notre comportement, et c'est là où nous pouvons, dans cet écosystème numérique fluide qui se modifie en permanence, s'adapter à ce courant dans lequel les jeunes sont déjà en train de surfer, et nous, il faut que nous changions nos méthodes. Et je discutais avec Jean-Marc à côté de moi tout à l'heure que c'est une question de management aussi, c'est pas qu'une question de structure pyramidale ou transversale, de plateforme ou autre, peut-être tu devrais dire un petit mot sur ça, c'est quand même important. Reprends cette notion de management éducatif, c'est important.
excusez-moi, je vais pas passer la parole, mais c'est une partie Oui, de répondre à deux à cette question fondamentale. Non, je pense que dans la discussion qu'on avait, c'est qu'aujourd'hui, la question qui est offerte à nous à travers le digital est bien évidemment la révolution managériale. Donc, bien évidemment, toutes les questions de circularité, et ça, on en a tous conscience. Quand vous l'adaptez au système éducatif aujourd'hui, si vous ne faites pas la révolution managériale au niveau du système éducatif, vous n'arriverez pas non plus à avoir ces points d'ancrage vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème. Et la question, après, elle est bien aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand vous reprenez l'organisation de la classe, quand vous reprenez l'enseignant au sein de son établissement, avec sa structure hiérarchique liée à son inspecteur d'académie qui n'a pas de lien avec son approche pédagogique avec le chef d'établissement, quand vous êtes sur toutes ces questions-là derrière, c'est que si vous ne faites pas à un moment ou à un autre cette révolution-là en lien avec justement l'évolution de nos environnements, voilà, donc c'est une question vaste, c'est une question compliquée, mais qui doit nous permettre là aussi de pouvoir rendre ces frontières totalement poreuses. Si les frontières de communication et de partage, elles ne sont pas poreuses au sein même de l'institution, elles ne seront pas vis-à-vis de l'extérieur. Donc à nous aussi de pouvoir faire que tous ces échanges-là et ce partage-là puissent se faire avec d'autres acteurs. Vous parliez bien évidemment des parents, vous parliez aussi d'autres acteurs qui sont des acteurs du monde associatif, et je pense que la dynamique doit s'inscrire aussi réellement dans cette dimension-là. Il manque aussi l'acquisition d'une culture numérique générale. Il y a là une acculturation phénoménale, je pense, on parlait de management, dans l'encadrement de l'éducation nationale. Il faut être clair, on a un retard considérable, y compris sur l'ensemble de ceux qui travaillent régulièrement et normalement avec le numérique, et sur les jeunes aussi en particulier. Juste un mot pour raconter une anecdote qui illustre assez bien ce que je veux dire. François Détré, qui est derrière sait de quoi je parle. On a mené d'ailleurs ensemble, François, une expérimentation il y a quelques années sur son département avec des tableaux numériques. Il n'y a rien de particulier, des profs de maths qui travaillent avec des tableaux numériques interactifs et qui, à un moment donné, parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux, veulent échanger, partager, travailler ensemble. Donc tout simplement la création d'une liste de diffusion sur laquelle on partage des idées et puis on met quelque part sur un espace de travail collaboratif des éléments, enfin voilà, donc du travail ensemble, productif évidemment, qui permet d'avancer et puis d'innover. Sur cette liste, un inspecteur pédagogique régional qui était là parce qu'il était aussi pilote de l'expérimentation, qui à un moment donné a donné son grain de sel, mais un grain de sel régulateur, disant non, on ne peut pas faire comme ça, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de faire ce genre de choses. Terminé. La plateforme a disparu, elle s'est écroulée, les gens n'ont plus échangé, ils ont travaillé, continué à travailler tout ça dans leur coin. Il ne s'est plus rien passé. Il y a là à prendre conscience quand même de la réalité de ce qu'il faut faire avec ceux qui effectivement mettent en œuvre l'innovation numérique. Voilà. Merci. Donc en fait, finalement, est-ce que c'est pas une révolution culturelle avant même d'être une révolution technologique ou matérielle, etc. Est-ce que c'est pas surtout ça l'enjeu? Oui, quand on regarde la situation de la France, on peut mettre en parallèle la situation des autres pays européens qui oscillent entre des politiques, des organisations extrêmement centralisées, pour d'autres des organisations extrêmement décentralisées. Et je rejoins Jean-Marc Mériot qui dit qu'il faut mettre en œuvre une révolution managériale. J'ai vécu de l'intérieur cette situation, puisque j'ai exercé des fonctions d'inspecteur. Et j'ai exercé des fonctions de proviseur pendant 28 ans. Donc j'ai vu qu'effectivement, la formation des personnels d'encadrement, quasiment inexistante sur ce champ-là, mais surtout inexistante sur l'art de faire en sorte que le travail se fasse horizontalement. L'art de faire en sorte que l'on mutualise. L'art de faire en sorte que le champ pédagogique soit effectivement le champ essentiel sur lequel l'investissement doit se faire. Et je pense que, en plus, on le constate en France, la mise en œuvre de la décentralisation, avec une reconcentration sur l'organisation administrative des derniers textes
de janvier 2012 le montre, la puissance, entre guillemets, des recteurs et des institutions font qu'effectivement, on est arrivé dans un système où la verticalité s'est renforcée, où la pyramide est devenue encore plus aiguë, et où, pour que ça puisse marcher, il faut que l'on ait des équipes enseignantes qui veulent mener ces expérimentations, mais il faut aussi, c'est une condition sine qua non, que le chef d'établissement soit d'accord et que l'inspecteur soit d'accord. Donc c'est effectivement cela qu'il faut revoir, et on ne peut le revoir qu'en redéfinissant les missions de ces corps d'encadrement intermédiaire, qui ont de l'importance dans un schéma de décentralisation, et en mettant en œuvre une vraie formation. Ouais, bah, écoutez, je vous remercie. Je voudrais finir par une petite note légère en disant que ce problème-là, en fait, il se pose aussi dans le monde des entreprises. C'est-à-dire que le pouvoir est dans le main et dans les grandes et dans les plus grands, en fait. Et que finalement, là où le pouvoir était concentré en quelques mains, celui au-dessus un peu plus, celui en dessous un peu moins, finalement, les salariés de l'extérieur même, etc., tout le monde peut s'exprimer et bah, il y a le même problème d'adaptation.